Question sur la thématique du confort estival et de la surchauffe. On va, durant cette heure, parler un peu du cadre théorique. On expliquera un peu pourquoi et pourquoi on a fait ce choix-là. Et puis, il introduit ce webinaire, un séminaire qu'on organise le 12 juin sur la même thématique, où là, les échanges seront axés sur des retours d'expérience concrets et sur des échanges divers par rapport aux solutions qu'on peut proposer sur ces sujets-là. Voilà. Alors, on est 34, on attend encore un peu de monde. Je vais me présenter et présenter les STI en attendant. Donc, je suis Jérôme Duclou. Je travaille ici depuis 11 ans. On est un bureau de physique du bâtiment. On est 13 ingénieurs, 13 collaborateurs. On a fêté nos 25 ans l'année dernière. Et puis, tout comme mes collègues, j'accompagne des projets de rénovation de construction sur la question de la physique du bâtiment, qui est notre cœur de métier. Bien sûr, sur les questions énergétiques, confort thermique, lumière naturelle. On travaille aussi sur les histoires de qualité de l'air et de résilience et durabilité au sens large. Donc, on accompagne des projets à travers des, des équipes de mandataires ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis, on a un deuxième volet à Estia qui est l'aide aux propriétaires immobiliers pour réaliser leur diagnostic de leur parc et établir des diagnostics, des trajectoires carbone pour leur parc immobilier. C'est un peu nos deux gros volets de prestations. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la surchauffe et de confort d'été. Donc, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Estia. On est un peu tous, il y a un consensus un peu chez nous, on est un peu tous intéressés par ce type de mandat qui arrive régulièrement. C'est des mandats on va rentrer dans la période de ce type de mandat avec l'été qui arrive. Bon, aujourd'hui, c'est un peu pré-estival, mais c'est pas ça va venir. Et puis, pourquoi c'est une thématique qui nous plaît, Estia? C'est quelque chose qui est de l'ordre comment dire, de l'ordre du subjectif, le confort thermique. Ça touche à pas mal de choses. Ça touche à la santé, à la sensation, à l'émotionnel. C'est quelque chose qui est difficile de caractériser. Souvent, on part sur des discussions qui sont plus de l'ordre de l'instinct et de l'émotionnel par rapport aux solutions qu'on peut présenter en termes de confort d'été. Nous, notre approche à Estia, c'est d'avoir une vision de bon sens, une vision de bon sens paysan, de trouver des solutions simples et rationnelles à ces problématiques de confort. C'est un enjeu majeur pour demain parce on sait un peu à quelle sauce on va être mangé au niveau du climat. On ne sait pas juste le degré de piquance de cette sauce. Donc ça suscite beaucoup de questionnements, ça suscite beaucoup de peur et d'inquiétude par rapport à ça. Et puis, on doit répondre en parallèle à ces enjeux énergétiques. On voit d'expérience que les bâtiments qu'on climatise, c'est les bâtiments aussi qui dérivent beaucoup en termes énergétiques. Donc, on doit arriver à faire converger ces deux enjeux majeurs qui sont des défis pour plus tard, de trouver un niveau de confort suffisant tout en restant sur des principes et des concepts relativement sobres. Donc, on a une approche assez. On essaye de valoriser des concepts, la simplicité d'avoir le premier mot, sur des problématiques de confort d'été. On aide à développer des concepts de ventilation nocturne. On travaille beaucoup sur les enveloppes des bâtiments pour essayer de proposer quelque chose de simple. Euh, on, on a une vision ingénieure. Donc, nous, notre objectif, c'est de rationaliser et de quantifier un peu ces questions-là qui sont de l'ordre du subjectif. Euh, mais on est aussi des personnes qui transpirons comme tout le monde. Et donc, on a une approche d'expérimentation. Chez nous, on a mis en place, on vit dans un bâtiment des années 2000, un bâtiment qui est bien conçu, qui nous donne la possibilité d'avoir des ouvrants qu'on peut ouvrir, où il y a des protections solaires extérieures.
On vit nos solutions qu'on propose et qui nous paraissent justifiées sur notre projet et on les mesure, on les teste chez nous. On a notamment mis en place un showroom de ventilateurs plafonniers qui nous a apporté pas mal de satisfaction. On a pu voir aussi à travers la mise en place de ces équipements chez nous que le sens du détail était important, que chaque équipement ne se vaut pas, qu'on peut faire des erreurs. On a besoin, dans des solutions simples, d'aller dans le détail et de réfléchir jusqu'au bout au niveau du positionnement, au niveau du choix de l'équipement par rapport à sa consommation, aux problèmes acoustiques. Et c'est des solutions qui nous ont convaincus, nous, chez nous. Et c'est des solutions qu'on essaye de mettre en place sur nos projets de plus en plus. Alors, on n'est pas dogmatique, chaque projet a sa solution. Mais c'était des exemples intéressants. On a récemment travaillé sur un bâtiment du canton de Vaud où bah, il y avait un problème de surchauffe majeur, bâtiment administratif, où la guideline du maître d'ouvrage, c'était de ne pas climatiser. Et ce type de solution passif avec une optimisation de l'enveloppe, c'était des solutions simples qui ont permis de donner satisfaction au maître d'ouvrage. Je travaillais aussi récemment sur une crèche où ce type de solution a été proposé avec un gros frein de la part de la directrice qui, euh, qui considérait ça comme une solution un peu à l'africaine, hein, hors cadre ici. Était très sceptique et puis on a quand même forcé, on a quand même mis en place ce système parce qu'on avait quand même un maître d'ouvrage qui était intéressé et les retours étaient extrêmement positifs. Elle est revenue vraiment sur sa position. Et on a pu mettre en place un système de ventilation naturelle nocturne dans l'espace central du bâtiment à moindre coût avec des ventilateurs plafonniers qui répondent complètement au problème et éviter une grosse climatisation sur un bâtiment de 2016. Donc on est à la fois convaincu parce qu'on le vit et on est à la fois content parce qu'on voit que sur les projets sur lesquels on a réussi à passer ce cadre un peu de barrière psychologique, ben les personnes étaient relativement contentes sur les projets. Euh, voilà dans les grandes lignes pour introduire un peu ce sujet du confort thermique. L'idée de ce webinaire, donc, c'est de parler un peu de la théorie dans un premier temps. On a besoin, dans cette discussion au niveau du confort thermique, de comprendre le cadre. Qu'est-ce que c'est que le confort thermique? Parce que vu que c'est subjectif, ça part rapidement dans des, dans des discussions un peu d'instinct. Et puis, catégoriser et quantifier les choses, ça nous permet d'apporter une vision un peu rationnelle et de faire des choix un peu éclairés par rapport à ces sujets-là. Donc, ce webinaire, il va parler justement d'un projet européen sur lequel Florenzos a travaillé. Florenzos, c'est la bonne personne pour ça. C'est d'abord un des directeurs d'Estia, un ingénieur, et puis il a grandi à Chypre, donc il craint pas vraiment la chaleur. Donc voilà, Florenzo, je vais te laisser parler et développer un peu ce projet européen. Bonjour à tous, je vois qu'on est nombreux, ça montre l'intérêt, on est 40. Et je vais vous présenter les résultats du projet de recherche de l'OFEN. Ce n'est pas un projet européen, en fait c'était un projet international parce que d'abord on a eu un projet financé par l'OFEN pour parler justement de cette histoire de qu'est-ce que la ventilation peut apporter en tant que solution pour les conforts estivales. Et en même temps, il y a eu un projet de l'Agence internationale de l'énergie qui est l'annexe 62, ça s'appelle, où il y avait toute une équipe avec beaucoup de pays. Et là, on a pu échanger vraiment avec d'autres pays, avec d'autres cultures. Et le projet de l'OFEN, il s'est élargi. À la fin du webinaire, je vais vous mettre les liens parce qu'il y a beaucoup de littérature qui a été produite, de littérature de bonne qualité. Et on a mis dans l'annonce on va vous faire comprendre comment sera l'été à 2060 en Suisse,
quelle est l'ampleur des îlots de chaleur, parce que tout le monde parle d'îlots de chaleur et chacun y pense à autre chose. Il imagine autre chose, c'est quelles sont les conséquences sur les bâtiments et sur l'espace public. Est-ce qu'il faudra climatiser les bâtiments? Même les parlements aujourd'hui discutent de ça. Et bah, si on renonce à la climatisation, quelles sont les options alternatives et quelle est surtout leur efficacité? Alors, les ventilateurs que vous voyez là, c'est en dessous de mon bureau, mais là, je suis resté à la maison pour avoir moins de bruit pour faire les webinaires. Alors, bah, la première question, c'est comment sera l'été 2060 en Suisse? Comment il sera? Les changements climatiques, bah, les changements climatiques, il est déjà là. Et les conséquences du changement climatique, il est là avant qu'il arrive. Bah, l'architecture et l'urbanisme moderne, ils se sont bien chargés. Là, vous voyez par exemple un espace où des employés d'un hôpital très moderne, résultat d'un concours d'architecture, il a imaginé pour ses employés pour sortir manger quand il fait frais. Vous voyez qu'il fait 49 degrés dans l'angle du bâtiment et la toile, elle est 48 degrés, sous laquelle les gens ils vont se mettre pour jouir de leur café ou de leur repas à midi. À droite, et c'est encore cette mi-saison. 29 mai à Genève à droite, c'est une dalle entre deux immeubles dans un quartier résidentiel. Et vous voyez que même c'est lui qui choisit des toiles, on les choisit pour être jolies, pour choisir une couleur rouge ou bleu foncé ou gris anthracite, sans penser à la fonction de cette toile-là. Bon, là, elle est déjà en mois de mai, elle est à 42 degrés. Mais à l'intérieur, on les sent aussi bien. Ici, c'est le même hôpital que vous avez vu avant, aucune fenêtre n'est ouvrable, les stores sont entre deux verres. Vous voyez qu'une paroi, même si vous voyez tout en haut, tout ce que vous voyez en rouge, ou blanc, c'est chaud, rouge, c'est moyennement chaud et bleu, c'est froid. On voit la clim parce qu'il est climatisé. Un bâtiment sans fenêtre ouvrable doit être climatisé. Eh ben, une paroi avec un rayonnement des 34 degrés en plein été, même quand on est climatisé, c'est vraiment très désagréable. Et même en hiver, ils n'ont pas cette température-là sur les panneaux radiants. Et le pire, c'est que ces bâtiments-là, en hiver, ces parois que vous voyez maintenant que c'est des radiateurs, en hiver, c'est des parois glacées à 18, 17 degrés. Donc ça crée d'autres problèmes. Mais les bâtiments anciens, même s'ils n'étaient pas comme ça au début, ils ont été transformés et des fois ils sont aussi dans les mêmes situations qu'on aura à gérer quand on aura plus de conséquences du changement climatique. Vous voyez ici, pareil, c'est les mêmes problèmes que vous avez vus dans les bâtiments modernes. Ici, on voit un autre bâtiment rénové en 2012 par l'extérieur. Store toile ne devrait pas s'appeler une protection solaire. Ça devrait être un amplificateur de surchauffe. Vraiment, il faut changer les noms de ces trucs-là parce que tout le monde les veut parce qu'il dit qu'il est beau. On choisit les couleurs, on choisit. Bah, comment une fenêtre qui s'ouvre derrière ces stores-là que vous voyez, comment ça stratifie déjà à l'intérieur de l'espace, vous voyez la chaleur, 36 degrés, comment vous allez rafraîchir la personne qui est derrière? Alors, comme il vous a dit Jérôme, je viens d'un pays chaud, je viens du pays les plus chauds de l'Europe, de Chypre. C'est une île très Chypre, on parle un dialecte. La canicule est l'un d'un autre dialecte. Ces phrases que j'ai mis là n'existent même pas en Grèce. Bon, je vais vous parler plus des résultats de la recherche parce que je travaille au laboratoire d'énergie solaire en 1990 déjà. On travaillait sur le projet Pascool avec Claude Alain Roulet, avec André Fest. Et c'est de là que ça a commencé la recherche sur les rafraîchissements passifs. Mais à Chypre, par exemple, on dit
Poirizo toll'allaro, ça veut dire j'ai fui la chape de soleil. Déjà, vous voyez qu'est-ce qu'ils subissent les gens là-bas. Ils meurent pas, hein. Ici, quand on a une vague de chaleur qui est comme les printemps chypriotes, on dit qu'il y a les vieux qui meurent. Il y a bah, là-bas, mon père, pardon, il a 87 ans. Et bah, il fuit la chape de soleil, donc ça va qu'il a appris à faire face. Vurotus nochus, c'est pour dire je cours derrière les ombres. Imaginez quelqu'un qui marche dans la ville, il va zigzag dans la ville parce qu'il marche sous les ombres. C'est comme quand il pleut ici, on marche partout où il pleut pas. Cajo estorem, c'était ma grand-mère et c'était sa phrase. Je me pose sur les courants. Elle était comme un chat. Elle savait à chaque heure de la journée où elle va prendre son café le matin, l'après-midi, à côté de quelle fenêtre, à côté de quelle porte et sous quelle ombre elle allait jouir de son café quand il fait 38, 30, 39, 40 degrés. Drosizo di psychisme, ça veut dire je me rafraîchis mon âme. Même pendant la canicule, c'est très agréable d'avoir un peu d'eau fraîche. À l'époque, il n'y avait pas de frigo, on mettait l'eau dans des jarres qui transpirent. C'est pas les mêmes que les jarres où on stocke l'eau parce que celles qui transpirent elles perdent de l'eau. Donc là où on les stocke, on choisit une, euh, une matière pour qu'elle soit étanche et dans celles qu'on boit, parce qui sont plus petites, on les met pour les rafraîchir. Bah, on buvait de l'eau 5, 7 degrés qui était encore plus sain. Bon, pour se rafraîchir. Donc, les notions qu'on va parler, qui sont des notions de la recherche, qui est protection solaire, courant froid, stratégie de rafraîchissement, et sont dans les dialectes. Et j'imagine si je prends les farsis, ou si je prends l'arabe, ou si je prends d'autres langues de la canicule, ils ont des choses similaires. Le projet Annex 62 s'est rendu compte que overheating is a European problem from Norway to Cyprus. Ici, vous voyez deux bâtiments vaudois. Je ne sais pas si c'est genevois, je crois que c'est genevois, celui d'à gauche, qui surchauffent beaucoup, pas un peu. Bon, c'est ça. L'essentiel, c'est ce que je vous dis là. Les bâtiments passifs fermés n'ont plus d'éléments dissipatifs. C'est aussi simple que principe physique. Vous prenez une enveloppe qui ne peut pas dissiper la chaleur qui rentre dedans, soit par les gens qui sont dedans, par l'activité métabolique, soit par les ordinateurs, soit par les soleils, parce que même si on met des stores, celui de droite, par exemple, il a de très bons stores, mais il y a quand même de la chaleur qui rentre par les stores qui ne sont pas très bien gérés. Donc, beaucoup de gens imaginent que la ventilation hygiénique n'est pas suffisante pour évacuer la chaleur. Les ingénieurs du bâtiment de droite, ils imaginaient que les doubles flux qu'il y a là-dedans, ça suffit pour enlever toute la chose. Ça ne suffit pas. Et les bâtiments de gauche, les petites fenêtres que vous voyez là, malheureusement, ils n'avaient pas appris ce qu'André Fest lui a appris à l'EPFL, l'architecte qui l'a dessiné. Si ces fenêtres-là, elles étaient verticales et qu'elles avaient une hauteur, elles auraient pu ventiler. Mais des fenêtres de hauteur de 40 centimètres, avec une hauteur de cheminée d'aussi basse, bah l'air qui va passer, il est très faible. Donc, on a transformé ces bâtiments-là pour les rendre vivables. Alors, on voit ici, ça, je vous mets, là, vous l'avez vu en image, en photo, les problèmes, c'est-à-dire les bâtiments qui n'arrivent pas à dissiper. Et ici, sous forme de simulation, c'est un extrait du rapport final du projet Ofen Cooling Vent et je vous ai mis les références après. Il y a beaucoup de choses dans ces rapports-là. Je vais vous montrer quelques éléments. Donc, je prends un local standard correctement dessiné, pas ce que que vous avez vu tout à l'heure, et je prends un qui est construit en 1930, construction typique de 1930. On avait 137 kWh par mètre carré de chaleur, c'est la partie rose, pour les chauffer et des besoins de froid de 2 kWh par mètre carré. Donc il y avait 7 heures de surchauffe parce que c'est des vitrages simples et pendant la nuit, ce bâtiment-là, il dissipe sa chaleur à travers les simples vitrages. Mais bon, ça nous coûte un hiver. Dans les années 70, on a mis un double vitrage et 4 à 6 cm d'isolation.
On a réduit les besoins de chaleur à 58 kWh par mètre carré, mais si on voulait être confortable, on aurait eu 5 kWh par mètre carré. En haut, vous voyez les diagrammes du confort. Tout ce qui est gris, c'est les diagrammes du confort selon la SIA 180. Et on voit qu'il y avait 37 heures de surchauffe. Bon, c'est toujours supportable. Et ben, quand on prend les mêmes bâtiments et on lui met triple vitrage et plus que 10 cm, et maintenant on met 20 cm d'isolation, on a réduit les besoins de chaleur à 13 kWh par mètre carré et simulé, si on ne fait pas une autre manière de dissiper la chaleur, on est à 10 kWh par mètre carré. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Soit on met une clim, pour évacuer ces 10 kWh par mètre carré. Si on ne fait pas d'erreur, si on ne fait pas de la suroccupation, si on n'oublie pas les stores ouverts, s'il n'y a pas des ponts thermiques qu'on n'a pas vus, pour évacuer ces 10 kWh par mètre carré ou mettre en place des activités, des stratégies passives. Alors, les bâtiments modernes, bah, ils n'ont pas touché l'intérieur, ils ont touché aussi l'extérieur. Bon, l'esthétique durable de la surchauffe, je me moque un peu pour que ça colle dans la mémoire. Et là, des grandes fenestras, pero antiventanas. Il y a quand on va dans les langages des gens aussi, les Français et les Italiens, en ouvrant, ils l'appellent fenêtre, c'est-à-dire voir à travers. Alors que les Espagnols, ils disent ventana, ça veut dire on ventile. Bas, ces grandes fenêtres qui sont des très belles baies à voir à travers, ne ventilent pas. Imaginez un enfant comment il va ouvrir une fenêtre qui fait 3 mètres de haut. Alors, ici, on voit que le problème, c'est pas que les fenêtres, il y a aussi la couleur chic. Je ne sais pas pourquoi, c'est la mode les gris. Avec les changements climatiques, on devrait changer on devrait changer des modes. J'ai entendu un architecte qui dit que l'esthétique, c'est les CO2 qui la déterminent. Bah, les gris, ici, elle était blanc. Il y en a d'autres cultures, il y a d'autres pays où les beau, il est blanc. Bah, ici, c'est les gris et les goudrons. Les Genève, alors que ça, c'est des résultats des concours récents, elle a 30 millions dans un autre département de l'Office des bâtiments pour faire du débétonnage ou du dégoudronnage. Imaginez là où il y a les enfants, les jouets des enfants. Là, c'est l'endroit le plus endroit. Mais quelle torture pour un enfant d'avoir un sol de 50 degrés. C'est pour jouer qu'en hiver, cet endroit-là. On va parler des îlots de chaleur. Alors, il y a les bâtiments nouveaux qui ont ces problèmes de la dissipation, mais il y a les bâtiments anciens qui sont pervertis, soit parce qu'on met des stores, bah là on trouve que c'est joli les bleus, bah voilà, bah c'est 50 degrés. On n'a pas mis un qui est tout collé et on a mis un qui fait à projection. C'est vrai que ça laisse un peu plus d'air de passer à travers la fenêtre, mais le problème, c'est qu'il fait une colle, et c'est un capteur de tout l'air chaud qui va tout le long de la façade et qui va les capter et les faire entrer dans le local. Donc, les gens qui sont à l'intérieur. Donc, les problèmes de bâtiment, c'est double. Soit ils rentrent par les fenêtres à travers la mauvaise maîtrise de la protection solaire, soit il est complètement étanche et isolé et il n'a pas d'élément dissipatif pour refroidir quand il y a de la fraîcheur. Dans ces projets, ça c'est une phrase du professeur Heiselberg de Aalborg Université. On s'est posé la question pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas, toutes les stratégies de ventilation? Déjà, c'est complexe, donc tout ce qu'on comprend pas, on dit que ça marche pas, mais il n'y a rien à vendre. Il y avait un autre problème, c'est que les ingénieurs, ils aiment bien travailler avec des indicateurs et on a dit, OK, pour ce projet de recherche, on va créer des indicateurs qui sont comparables avec les indicateurs qu'ils ont les ingénieurs qui font de froid. Et on a mis les CRR, qui est les Requirement Reduction Ratio, c'est combien une stratégie
réduit les besoins de chaleur. On a les besoins de chaleur comme ingénieur, quand ils sont dans les normes. Bah, ici, quand on a une stratégie, par exemple, ventilation nocturne ou un ventilateur plafonnier, on va calculer son pouvoir de réduire les besoins de chaleur. Et les SR VC, c'est-à-dire Ventilated Cooling, c'est System Energy Ratio, quelque chose comme ça. C'est les SR des machines de froid. Ben, on a calculé une stratégie de climatisation naturelle, de rafraîchissement naturel, qui consomme de l'électricité. Ouvrir la fenêtre, ça ne consomme pas de l'électricité, mais faire tourner une ventilation mécanique, ça consomme de l'électricité. Ou faire tourner une pompe de circulation pour rafraîchir les sols, il consomme de l'électricité. Des fois, c'est peu, mais des fois, c'est beaucoup. On ne savait pas quand c'est peu, quand c'est beaucoup avant qu'on a défini cet indicateur-là, mais quand j'ai dit je mets un free cooling, et ben maintenant, ce free cooling, on va lui calculer son ECRR pour le comparer avec un climatiseur, soit professionnel, soit de la Migros, par exemple. Donc, je vais vous montrer ici, pas, si vous ouvrez les rapports de l'OFEN, vous allez trouver les définitions et tout ça, mais on va aller voir à travers les exemples comment je l'ai utilisé pour la conception des bâtiments ou pour comprendre les problèmes. Ici, j'ai euh, attendez, juste parce qu'il me met cette réunion enregistrée juste devant mes textes que j'arrive pas à lire. Voilà. Et dans les mêmes projets, on a normalisé aussi les stratégies de rafraîchissement. Donc, on a une ventilation, pas de ventilation naturelle, ça veut dire c'est ventilé avec un double flux, stratégie hygiénique, ou un simple flux. J'ai une ventilation naturelle du jour, c'est-à-dire que quand les gens ils sont là, ils ouvrent la fenêtre quand ils ont chaud, et j'ai une ventilation naturelle contrôlée 24 heures sur 24, c'est-à-dire j'allume la fenêtre, j'ouvre la fenêtre la nuit, c'est comme on fait à Estia, et pendant les périodes de canicule, et j'ouvre quand il fait frais. On voit que les mêmes locales, sans stratégie, soit je les climatise à 1,2 kWh par mètre carré, soit j'ai une surchauffe des 1000 heures. Si j'ouvre la fenêtre, bah, ça baisse à 4,8 kWh par mètre carré. Donc, rien que les gens qui ouvrent leurs fenêtres en Suisse, bah, ils baissent les besoins de froid de moitié. Quand on fait jour et nuit, bah, je les baisse à 0,86 et j'ai 0 heure de surchauffe. J'ai mis Rome en bas pour voir que c'est pas pareil. À Rome, on a moins d'heures de surchauffe et on a, parce que le soleil il est plus élevé en été, on a 9,2 des besoins de chaleur, donc ça rafraîchit pas beaucoup ouvrir la fenêtre le jour. Et c'est ça qu'il ne faut pas copier. Et ça, s'il y a des ingénieurs dans les 43 personnes qui nous suivent, cette règle du pouce qu'on a qu'il faut fermer les fenêtres quand on climatise, elle est fausse. Il faut l'enlever. C'est une idée reçue qui est bonne pour Rome, qui est bonne pour Marseille, qui est bonne pour Chypre, parce que quand on ouvre, on réchauffe, mais en Suisse, on réchauffe beaucoup moins qu'on rafraîchit. Donc, on a un bénéfice. Et quand on fait ventilation nocturne, bien sûr, à Rome, ce n'est pas suffisant. Il reste encore 42 heures de surchauffe. Bah, c'est presque bon, hein. Même à Rome, une ventilation nocturne et un ventilateur plafonnier, ça suffirait pour avoir le confort. Alors, ici, on les présente sous forme de graphique pour que vous visualisiez. La référence, bah, c'est les 1000 heures de surchauffe. Quand on ouvre la journée, bah, j'ai réduit les besoins de froid de 40% et quand j'ouvre la nuit, j'ai des 0,86. Et vous voyez dans les diagrammes de confort, bah, on est confortable et, et c'est suffisant pour garantir le confort. Ici, on a fait les graphiques pour toutes les météos des personnes qui participaient au projet de recherche. Vous voyez que dans les climats qui sont entre Oslo et Lisbonne, ouvrir la journée, ouvrir la nuit, ça apporte beaucoup.
les bleus, c'est ce qui apporte l'ouverture du jour et les verts, c'est ce qui apporte l'ouverture de nuit. Des petits triangles, c'est sur l'échelle des droites, c'est les heures de surchauffe. Vous voyez que c'est les mêmes problèmes de Oslo à Changsha en Chine. Si on n'ouvre pas la fenêtre, c'est les petits triangles qui sont les heures de surchauffe. Donc ça varie entre 400 et 1400. Et ben, euh, on voit qu'il y a partout du potentiel de rafraîchir et les jours et la nuit et qui est différent. Alors, allons voir que ça donne notre SR d'un free cooling. Ce free cooling, c'est un double flux de très bonne qualité. J'ai pris ici dans la SIA 308 tonnes de barune combien est la puissance que je vais tourner pour faire tourner mon air. Donc, c'est entre 0,25, les SP2 par exemple, et 0,35 watts par mètre cube par heure. J'ai fait une simulation et je calcule combien de froid il va me générer la nuit, combien de froid il va éviter. Et j'ai fait les ratios entre les froids qui va me faire comme bénéfice et la puissance d'énergie et la consommation d'énergie qu'il va faire. Et vous voyez que j'ai pris les mêmes SR des climatiseurs et on voit que ces climatiseurs qui a un non, c'est double flux qui a un double flux de très bonne qualité, il est équivalent à un climatiseur de classe F ou G. Donc, ça peut marcher, cette histoire des ventilations nocturnes par des ventilateurs, si c'est du simple flux. Parce qu'un simple flux, ça va être plutôt équivalent à SP1 et même moins. Donc là, on aurait un SR de 5. Mais ça n'existe pas de double flux avec SP1. Un bon double flux de SPI de 4 pour la ventilation nocturne, bah, il a un SR de 3. Bah, ça nous aide à choisir. Bah, à Estia, on n'a pas des... Ça consomme un peu, mais même c'est peu. Et vous voyez qu'on est heureux hein, avec même on a choisi un bizarre pour la salle des conférences, juste pour rigoler un peu, mais vous voyez à droite que dans nos bureaux, on a pris des éléments plus discrets, un peu plus esthétiques, et Jérôme, il vous a montré aussi les critères des choix. Et nous, notre stratégie, c'est les stores, l'imposte et les ventilateurs, c'est tout, et on assure le confort. Alors, les critères des choix qu'on a testés, vous voyez que les ventilateurs ne sont pas égaux. À gauche, on a un ventilateur de haute qualité, et vous voyez le store, l'imposte et les ventilateurs. Et ben, ces modèles-là, il est entre 3 et 33 watts. Il vaut 600 balles. Et les modèles grande surface, il est de 150 watts et 150 francs. Mais il fait du bruit. Il y a une vitesse élevée. Il a une forte turbulence et il y a une insatisfaction des utilisateurs. Et ici, notre critère SR, j'ai calculé combien d'électricité il va consommer toute l'année mon ventilateur et combien de froid je vais éviter. Et mon ventilateur, très bonne qualité de 600 balles, il va avoir un SR de 18, alors que que les ventilateurs grande surface, il a un 3,7. Alors si je vais à la grande surface, j'ai intérêt à acheter un de ces climatiseurs portables qui a un SR de 4 ou de 5. Donc, un ventilateur plafonnière de 10 watts est deux fois plus performant que les meilleurs climatiseurs A++, alors qu'un de 50 watts est comme un climatiseur de classe 2D. En fait, c'est les critères uniques. Vous pouvez oublier tous les critères bruit, tous les critères. C'est les SR-VC, c'est-à-dire la puissance du ventilateur, ça nous dit s'il fait du bruit ou s'il fait de la turbulence. Ici, vous voyez un système qui a zéro énergie. Ben ici, les SR, il n'est pas valable. C'est que Ebi Pernecker a construit à l'écoquartier des Plaines du Loup, où ils ont l'air physicien du bâtiment, il a conçu et ils ont testé ici c'est les prototypes avant qu'ils construisent, et on voit une fenêtre qui fonctionne bien. S'il était couché, elle n'aurait pas fonctionné. Mais comme on a dit, il y a les climats
qui est en train de changer. Tout ce que je vous ai montré ici, je vous les ai simulés avec la météo de la Suisse qu'on a aujourd'hui. Tous les 10 ans, on fait une mise à jour de la météo. Vous voyez ici que îlot de chaleur, qu'est-ce qui se passe? On va voir avec les changements climatiques. Essayons de comprendre les changements climatiques, parce que moi aussi, je me faisais des idées. Et quand je suis, il y a un très bon rapport, il y a plusieurs très bons rapports de météo suisse qui parlent et du changement climatique et des îlots de chaleur. Ici, on voit les jours tropicaux. Et quand la température elle dépasse les 30 degrés, on voit l'été 2003 où on a eu 50 jours de jours tropicaux. Et on voit que les années qui ont suivi, ça augmente la moyenne, mais on n'a jamais atteint cette valeur-là. On s'attend en 2060 que le maximum qui est là, autour de 2000, on l'aura comme la moyenne. Et on voit qu'en 2018, à 2020, on a eu 2019, on a eu des canicules, mais on n'a jamais atteint les 50 jours de canicule. Allons simuler les jours de canicule. Je prends mon bâtiment, mon logement, ça c'est un vrai bureau à l'école des Saviez, hein. Je n'invente pas, je mets pas quelque chose de bizarre, je mets un local parce que l'école des Saviez, c'était notre modèle où on a calé tous nos modèles, notre bâtiment où on a calé tous nos modèles, bien vitré, mais avec des bons stores et une fenêtre raisonnable. Confort largement assuré avec la météo 1995 en 2010 en ouvrant la nuit, pardon, avec les maximums de l'été, on a fait Météo-Norme, elle a fait une météo où elle a pris tous les maxima. Elle a pris tous les étés de 2003, et là où l'été 2003 il n'était pas très chaud, le mois de mai par exemple, il a pris les mois de 1994, ça va être à peu près les climats de 2060 moyens cet été-là. Alors, on voit qu'avec la ventilation nocturne, le confort, il est limite. Et j'ai pris vraiment la météo réelle de 2018 et je l'ai simulé. Et on voit que pendant les deux vagues de canicule qu'on a eues là, le confort, il allait plutôt vers le haut. Alors, ça tient bien un bâtiment bien conçu, avec une ventilation nocturne. Mais allons voir les îlots de chaleur. Si vous allez sur www.netatmo, c'est très rigolo, vous allez voir tous les privés qui ont une station sur leur balcon. Et vous voyez que près de l'aéroport, au moment de la canicule, maintenant je chasse pas les ombres, je chasse le jour de canicule pour aller voir sur Netatmo comment il est comment dire, les îlots de chaleur. S'il y a des représentants des communes ici, vous pouvez aller voir sur votre commune à cet endroit-là et vous allez voir s'il y a des endroits de votre commune où il y a un îlot. On voit qu'à Genève, il n'y a pas d'îlot de chaleur autour dans la ville parce que on voit que c'est la même, c'est similaire autour de l'aéroport. Mais allons voir de manière plus scientifique et juste comme ça, de manière intuitive. On a pris la météo à l'aéroport, rue de la Prairie et la météo officielle de Batel. C'était aussi un travail des météos suisses. Mais on voit ici quand même qu'autour de Configneux et tout ça, que c'est plutôt des forêts ici et pas la ville, il y a, il y a 3 degrés de plus. C'est parce que l'air frais du lac, il rafraîchit la ville, donc on n'a pas d'îlot de chaleur dans la ville, au niveau de l'air, hein, pas au niveau des surfaces, et il chasse le métabolisme de la ville, il les chasse vers les forêts et vers la France voisine. Alors, si on regarde les températures mesurées avec des protocoles et tout ça, on voit quand même on voit qu'il n'y a pas d'îlot la journée, c'est les mêmes températures partout, mais la dalle de la ville qui a absorbé toute la chaleur solaire la journée, elle rend la chaleur pendant la nuit, donc on a 2 degrés de plus la température de l'air. Mais même si j'ai fait la ventilation nocturne, vous avez vu la simulation tout à l'heure, au lieu d'avoir 18, j'ai 23 ici, mais c'est suffisant 23 pour rafraîchir mes bâtiments la nuit. Donc, on n'a pas un problème côté température de l'air, on a un autre problème.
Et ici, j'ai suivi une thèse de doctorat d'une fille qui a fait une thèse à Salonique où elle a vraiment mis des mesures de l'air autour des bâtiments. Et elle a trouvé qu'il y a quelques bouchons d'air chaud qui se créent dans certaines conditions. Mais vous prenez un de ces bâtiments, par exemple, où il a deux, trois étages qui sont dans les bouchons d'air, bah, de l'autre côté, il est par. Si je simule ces bâtiments-là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la moyenne de toutes les fenêtres ou je prends les deux, trois fenêtres qui sont défavorisées par la mauvaise circulation de l'air dans la ville. Donc, il faut vraiment relativiser les questions des, d'îlots de chaleur. Moi, je ne les prends pas très en compte par rapport aux simulations des bâtiments. Je l'ai fait ici. J'ai pris la météo de Genève, Cointrin, de Genève Prairie, Genève Batel. J'ai simulé et je vois ici que les nombres d'heures de surchauffe, que ce soit à Cointrin, même à Cointrin, j'ai plus d'heures de surchauffe que Prairie et Batel, où la température nocturne elle est un peu plus élevée. Et donc, mes CRR, il est similaire, il est de l'ordre de 0,5-0,6 pendant la journée et 0,86 avec le nocturne. C'est ça le vrai problème de l'îlot de chaleur. C'est les problèmes, c'est l'effet sur la température des surfaces. Donc, c'est les piétons, donc c'est les commerçants, donc c'est les gens qui utilisent l'espace public qui sont problématiques. Les terrasses, bah, cette terrasse-là, je suis désolé, mais c'est pas la meilleure. Donc, vous voyez à Barcelone, non pas à Barcelone, à Lisbonne, ces revêtements des sols traditionnels qui réfléchit et qu'il est blanc, bah, on voit qu'il est quand même frais. On voit qu'une toile, bah, une toile simple, elle n'est pas suffisante, même si elle est couleur plutôt gris clair. Et il y a des solutions, même pour les toiles. Et les problèmes des routes et des dalles, c'est un vrai problème. Alors, on a des problèmes de surchauffe des éléments proches des fenêtres. Un store qui surchauffe, vous voyez, même à Estia, on les laisse en imposte la fenêtre parce que vous voyez que sur les petits triangles où l'air y rentre, bah, j'ai la température du store qui est plus élevée. Tous ces immeubles-là, cet immeuble-là, c'était Groupe E à Fribourg avec un stall en toile. On a viré ces toiles, même qu'ils étaient clairs, on a pris des stores à la mêle et les problèmes y a été résolu. Donc pour moi, les problèmes des éléments qui sont proches de la fenêtre, qui surchauffent par le soleil, il est plus grave que les surchauffes de l'îlot de chaleur. Mais personne ne parle de ça. Tout le monde veut les stores des couleurs sombres et des couleurs et en toile plutôt qu'à la mêle parce que c'est les questions d'esthétique. On parle tous des problèmes d'îlot de chaleur, mais on ne parle pas des éléments tout proches de la fenêtre qui chauffent l'air. Je vais vous montrer comment on a utilisé ces des indicateurs-là pour concevoir les stratégies des rafraîchissements de cet immeuble-là qui a été rénové récemment, beau et fru. Bah, il a été organisé un concours. Moi, j'étais dans le jury de concours. J'ai simulé les quatre projets qui ont été soumis. Et bah, tous les projets qui étaient vitrés à toute hauteur, ils surchauffaient. Pas celui-là qui a gagné, qu'il avait ce bâtiment-là. Vous voyez qu'on ne voit pas les contre-cœurs, mais il y a des contre-cœurs quand même. Et bah, on a réduit la surface des vitrages. Donc, les stratégies, c'est une protection solaire en électrochrome parce que les stores là-haut sont très difficiles à gérer. Sur une tour, il y a une ventilation manuelle des bureaux, en plus de la ventilation mécanique, et il y a une ventilation automatique pour les couloirs. On a fait une ventilation nocturne dans les couloirs, ce que vous voyez vert là. On a automatisé trois fenêtres par étage, parce que nous, on n'aime pas non plus mettre beaucoup de ces moteurs, parce que c'est des éléments électroniques qui cassent vite le minimum possible et des panneaux radiants Génilac avec un parement photovoltaïque des façades. Le parement de cet immeuble-là, c'est un capteur solaire. On voit que même sans la clim Génilac, ce bâtiment avec ventilation nocturne, il est conforme. Mais va maintenant courir derrière les utilisateurs ou mettre des petits moteurs pour qu'ils
ouvrent chaque soirée et qui laissent les fenêtres ouvertes. Donc, c'est pour ça que même si légalement il est confortable si on fait la ventilation nocturne, ils ont mis un rafraîchissement. Alors, on n'est pas resté que sur les euh, indicateurs quand tout marche bien. On a utilisé ces indicateurs pour voir les facteurs de risque. S'il y a une mauvaise gestion des électrochromes, s'il y a une température de consigne à 24 degrés plutôt que 26 qu'on dit, et on voit que l'ouverture des fenêtres, ça réduit les risques de mauvaise utilisation des stores. Vous voyez, au lieu de 21 qui va gicler dans 10 kWh de besoin, en ouvrant les fenêtres, on n'a que 6,3. Donc, cette idée reçue qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres, il faut l'enlever de la tête de tous les ingénieurs. Et même quand les gens y mettent 24 degrés la consigne, ouvrir les fenêtres, ça reste quand même refroidissant. Imaginez que tous les jours, jusqu'à 11 heures, la température, elle est vraiment très fraîche, il n'y a pas que les maximums. Et on a regardé les SER de ces bâtiments-là avec des super ventilateurs double flux et tout ça. Vous voyez que le SR de la ventilation nocturne mécanique, elle est du même ordre que les climatiseurs actuels, qui est autour de 4,7. Bon, quand on aura le Genilac, bah, on aura un climatiseur qui sera plutôt d'un SR de 16,6. Mais ici, on voit que climatiser ou ventiler la nuit, c'est pareil. Et ça, c'est ces indicateurs qui nous l'enseignent. Allons maintenant dans les besoins des froids de 2060. Selon les scénarios B1 du GIEC, il y aura une augmentation de 1,8 degré et les A2 une augmentation de 3,4. J'ai simulé ces bâtiments-là, bah, Genève Cointran, selon les scénarios sur lesquels on est encore, 1,8, ou selon les scénarios A2. Vous voyez que je passe de 9 kWh par mètre carré de besoin à 15 kWh de besoin. Et je prends les maximums du maximum en 2060, c'est-à-dire la canicule de 2060. Ça sera peut-être un jour comme à Catagne aujourd'hui. Bah, j'aurai 21 kWh de besoin de chaleur et j'aurai toujours une baisse, une possibilité de baisser en faisant de la ventilation nocturne. Mais là, on voit que la ventilation nocturne, le jour de canicule en 2060, ça sera un peu comme à Rome aujourd'hui. Donc, il faudrait un ventilateur plafonnier pour gérer ces heures de canicule. Alors, on voit et j'ai vu une conférence, je me suis presque fait insulter parce que j'ai dit, mais attendez, vous nous prévoyez la catastrophe parce que on va augmenter de 10 fois la consommation. Ils ont pris tous les climatiseurs de Genève et ils les ont simulés à 2060. Bah, je suis désolé, ils sont interdits même aujourd'hui. Je prends ces bâtiments-là simulés avec les besoins de climatisation du changement climatique et avec les besoins de chaleur, on voit que les besoins de chaleur ils vont baisser autant que va augmenter les besoins de froid et que les moyennes de ces bâtiments-là, j'aurai toujours autour des 36, 34, 35. On va même baisser un petit peu les besoins d'énergie pour les bâtiments en 2060. Donc, on ne prévoit pas la catastrophe. Dommage pour les gens qui misent la communication du changement climatique sur la catastrophe. Il n'y aura pas de catastrophe énergétique et pour les bâtiments bien dessinés, il n'y aura même pas de catastrophe au niveau du confort. Vous voyez ici la simulation des trois stratégies que je vous ai montrées pendant les changements climatiques. Et vous voyez les 9 kWh par mètre carré aujourd'hui, comment ils vont augmenter. Et je prends un bâtiment existant aujourd'hui, ce bâtiment qui est tout vitré, bah, je les prends non, les locaux pas d'angle, les local normal par exemple, il a déjà des besoins de froid qui sont élevés autant que les changements climatiques de B1. Et les angles, par exemple, ils ont comme les pires jours de la canicule. Et pour celui qui on les voit là, déjà là, pendant qu'il est isolé, il y a les stores qu'il est à moitié, et ben on voit qu'il sera comme comment dire, les besoins moyens en 2060, même pour les pires scénarios du changement climatique. Donc l'effet du changement climatique est du même ordre que celui du survitrage aujourd'hui. Alors on se panique beaucoup plus. Pour les changements climatiques et pour les survitrages. Ça, c'est
Les résultats des recherches que je voulais vous montrer, ça, c'est les passés. Vous pouvez lire les documents que je mets à la fin pour approfondir l'avenir. L'avenir, on est maintenant dans un projet in blanc qui est, il va aspirer, il va pas, j'allais dire, il va aspirer les données. Il a l'aspiration de créer un écosystème de data à travers lesquels on va faire, par exemple, la transition énergétique du bâtiment. Là-dedans, dans ce projet de recherche qui est en cours, on l'a gagné, c'est les nouveaux projets européens sur lesquels on travaille. On essaie de travailler avec les HUG pour faire un diagnostic de résilience climatique qui sera intégré dans Épicure et Investissement. Ça, c'est sur lequel on travaille maintenant. Et la semaine passée, on a visité des bâtiments. Ça, c'est qu'on a visité de manière préliminaire il y a une année où on teste une méthode, disons, de diagnostic pour faire un plan d'action et un chiffrage des coûts du CO2, des coûts et du CO2 des actions d'amélioration qu'il faudra faire pour les rendre résilients. Et Edouard, il va vous présenter aussi, pour ceux qui vont venir au séminaire, il va vous présenter comment Épicure il saura calculer les coûts des actions du plan d'action résilience. Donc, en conclusion, en 2060, quels qu'ils soient les scénarios de progression du changement climatique, il y aura une augmentation du nombre des jours tropicaux autour des 20, plus ou moins 5 aujourd'hui, on va passer à 40, plus ou moins 10. Pour les scénarios pessimistes, l'année moyenne, elle sera en 2060 similaire à l'année que nous avons vécue en 2003. L'impact du changement climatique sur les bâtiments en été pourrait être maîtrisé avec les mêmes techniques passives qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la norme 180, elle sera toujours valable en 2060. La consommation d'énergie des bâtiments bioclimatiques ne sera pas augmentée à cause du changement climatique, peut-être qu'il sera augmenté à cause de la mauvaise conception. La réduction des besoins de chaleur compensera l'augmentation des besoins de froid. Et pour les climats suisses et les climats centre-européens, la ventilation naturelle reste la stratégie la plus efficiente pour neutraliser l'effet du changement climatique. Il y en a d'autres, hein. On peut faire tourner Impact sans la clim et faire, par exemple, rafraîchir les sols, mais on ne va pas les lister maintenant, toutes les stratégies. Donc, une bonne protection solaire, une fenêtre ouvrable et un ventilateur plafonnier suffisent pour rendre le bâtiment résilient au changement climatique. Alors, ici, je vous ai mis deux références qui sont vraiment dans le projet Annexe 62. Si vous téléchargez ma présentation et vous allez voir, il y a un design guide, c'est en anglais, désolé. Il y a une recherche bibliographique exhaustive et actualisée pour ceux qui sont dans les universités. Il y a un resource book qui sont des solutions techniques et des cas. Et les projets, au fin, celui-là, il y a en français. Vous allez trouver les indicateurs, l'étude des cas en Suisse et l'analyse paramétrique pour les climats suisses, les îlots de chaleur, les changements climatiques. Alors, pendant qu'on va faire les questions, vous pouvez regarder, on a demandé à ChatGPT de nous faire une image, ou je ne sais pas si c'est ChatGPT, c'est une IA, de nous faire un visuel pour les séminaires qu'on aura le 12 juin à Écublanc à 16h, de 16h à 17h. Il y aura aussi un apéro après pour discuter sur la résilience des bâtiments et de l'espace public. Et ben, vous allez voir les programmes là, mais entre-temps, pour ceux qui... Vous pouvez trouver les 4 erreurs d'Elia qui... Alors, si vous avez suivi la présentation, vous devrez pouvoir les identifier. Voilà. Est-ce qu'il y a des Très, questions, Jérôme? très bien, merci. Ouais, Florenzos, oui. Bon, il y a eu quelques questions. J'en ai répondu à certaines directement. Une question de Monsieur Guichard, de Michael, je pense, hein. Dans le cadre du projet européen, est-ce que toutes les simulations étaient réalisées avec le même logiciel? Est-ce que c'est Dial+, est-ce que c'était pour toutes les villes? Ouf. Il a été fait avec beaucoup de logiciels. Il a été fait avec Dial+, il a été fait avec les OSAI, parce qu'il n'y avait pas que ça dans les projets européens, il fallait aussi calibrer des projets, et calibrer des logiciels. Il y avait un logiciel italien qui a été testé, et il y avait une autre équipe qui les a fait avec Energy Plus. Donc on a calibré les mesures et avec beaucoup de logiciels, et sur des mesures,
On a mesuré pendant une année les bureaux et les salles de classe de l'école primaire de Saviès, qui était un bâtiment qui ressemblait beaucoup au bâtiment de référence. Et on a testé si les simulations des dials ou des lésosailles, elles étaient cohérentes avec les simulations, avec les mesures. Et bien sûr, si on publie les résultats, c'est que c'était bien calibré. Ok, merci. Il y avait Mathieu qui avait reposé une autre question. Bon, j'y ai répondu, mais je pense que ce serait bien que tu donnes aussi ta réponse, Florenzos, Oui. parce qu'on teste ensemble un peu des matériaux, enfin des équipements à Estia. Au vu de la différence de prix très importante entre les ventilateurs plafonniers et ventilateurs individuels USB, comment un maître d'ouvrage peut justifier l'installation de plafonnier à la place de ventilateurs mobiles? C'est plus agréable. C'est comme si on achète une Ferrari et on achète une petite voiture. Les ventilateurs plafonniers, l'air, il est laminaire. Il vient sur la personne. Euh, Elle enveloppe toute la personne et il peut travailler à très faible vitesse. Maintenant, jusqu'à l'année passée, moi, j'ai décommandé les ventilateurs sur pied. Mais pour toi, Jérôme, tu l'as déjà fait, tu as testé un. Moi, j'ai testé un autre cette année. On a un projet avec l'OBA maintenant et on pourrait le faire aussi avec les Vaudois. On a pris justement l'université que je vous ai montré là qui surchauffait. On va mettre deux ventilateurs plafonniers. On va les mettre maintenant éminemment deux ventilateurs plafonniers dans deux bureaux. On va mettre deux sur pied mais des très faibles bruits. En fait, si vous prenez des ventilateurs sur pied, il y a deux, trois nouveautés qui ont sorti cette année. L'année passée, je ne les ai pas trouvées. Les ultra silencieux, moins de 33 décibels. C'est hyper important ça. Ça vous fatigue. Si ça, c'est 35 décibels ou 38, ça vous fatigue une journée de ventilateur. Et c'était ça les critères qu'on les décommandait jusqu'à maintenant. Maintenant qu'ils ont sorti des moi, l'année passée, j'ai trouvé un ultra silencieux, il était 2000. C'était un ventilateur suisse ou français, 2000 francs, mais je ne vais pas donner 2000 francs pour un ventilateur sur pied. Alors, on a trouvé maintenant des modèles plus faibles, on ne va pas donner les marques, mais vous téléphonez, moi, je vous les donnerai. Avec 100 balles, on a du 32 décibels et ils nous ont même l'intelligence artificielle qui vous il regarde et dès qu'il voit un infrarouge, il va augmenter la vitesse du ventilateur parce qu'elle sait qu'elle ventile quelqu'un et elle va les baisser pour ne pas fatiguer les gens. Donc ces systèmes-là et les USB, on les teste et c'est tout nouveau parce que comme ils faisaient du bruit et ils avaient des problèmes, on les a un peu méprisés jusqu'à maintenant, mais des fois les ventilateurs plafonniers, c'est compliqué à les mettre. Si vous avez par exemple de la lumière qui vient du plafond, bah, il va faire l'effet stroboscopique. Il faut racheter les ventilateurs et une lumière qui va vers le haut. À Estia, on avait la chance qu'on avait déjà la lumière qui était sur pied. Au groupe développement durable du canton des Vaud aussi, ils avaient ça, donc ils n'ont pas eu besoin de les changer. À l'université genevois aussi, ils ont les mêmes, mais pas partout. Donc dans ces cas-là, on sera obligé de prendre un sur-pied ou changer aussi la lumière, mais ça commence à devenir une usine à gaz. Dans une salle de classe, par exemple, j'ai trouvé un ventilateur sur pied qui est sans fil. Il y a une base et il y a une petite batterie dessus qui dure, comme il est de très faibles puissances maintenant. On les pose sur sa base la nuit et la journée, on peut les bouger où on veut et on ne trimballe pas les câbles. Dans une salle de classe, ça pourrait être très pratique, par exemple, ça. Ça n'existait pas l'année passée, celui-là. Ok, Voilà. merci Florenzos. Bon, il est 12h30, il y a encore deux questions qui ont été posées. Je propose qu'on dépasse d'une minute pour y répondre. Euh, David qui nous demande si c'est intéressant les vitrages électrochromes et thermochromes. J'imagine, c'est ça dont tu veux parler quand tu parles de les vitrages qui réagissent. Est-ce que tu veux en Sur parler un peu? Firmenich, il y a une très grande satisfaction. Sur Nestlé, il y a une très grande satisfaction. Sur Firmenich, j'avais pas le temps, mais Tristan, il est en train de faire un suivi de la phase 6 SIA. C'est le seul bâtiment climatisé ou rafraîchi que je connaisse où
On mesure moins de 10 kWh de besoin de froid. Donc ça marche. C'est pas le seul critère. Et il y a la question de la lumière, il y a la question de Du temps de altération réactivité. comment? Du temps de réactivité aussi. Du temps de réactivité, mais ça marche, ils sont pas, ils se plaignent pas. Moi, j'ai discuté avec les gens individuellement, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui se plaignait, ni de la couleur, ni de la réactivité. Ça maîtrise mieux les gains solaires, ça évite les stores. Après, il y a d'autres critères. Je suis sur un autre projet maintenant, en R+15, où on disait c'est un grand bâtiment et tout ça. On a mis tous les critères, et ben, ils ne les ont pas choisis. Et ils étaient un peu kiff-kiff, et c'était les critères coût, par exemple, qui était primordial, et ils les ont pas pris. Alors, chaque fois, il faut faire une étude. C'est tellement d'argent qu'il faut voir, parce que chaque bâtiment, il est aussi particulier. Pour des petites surfaces, moi, je suis très pour, par exemple, tout ce qui est des verrières, des atriums, mais je ne sais pas comment gérer. On voit l'atrium de Lucher et Finart, ouais, c'était Soran plutôt, qu'ils ont fait que ça marche très bien avec un store intérieur, mais c'est très complexe. Alors si j'ai un pastor pour un, pour un endroit comme ça, je serais assez bien. Bon, on peut pas généraliser. Moi, des fois, je suis pour, des fois, je suis neutre. Contre, je n'ai pas de raison à être. Et puis un gros enjeu architecture aussi, et puis, usage intérieur. C'est quand même assez sombre quand ils sont. Oui, et la régulation, si on prend les régulations par défaut et tout ça, parce qu'il faut faire attention à la lumière. Chaque fois, il y a Bernard qui fait une étude lumière parce qu'il y a des subtilités pour les lumières, parce qu'on n'aimerait pas que tout ce qu'on gagne en clim, on va les payer en lumière artificielle. Donc, il y a des optimisations à faire et tout ça. C'est un petit projet quand même à mettre du électrochrome. Et si on fait un prototype, on se sent mieux si c'est beaucoup des milliers de francs à payer. Ok, bon, il y a d'autres questions qui ont été posées, notamment sur l'impact des isolations périphériques, sur la question de la dissipation de chaleur et la conservation de la chaleur. J'imagine que c'est quand même lié à la thématique. Je pense que la question c'est est-ce que les stratégies de ventilation naturelle et de rafraîchissement passif sont compatibles avec des bâtiments très isolés et peu perméables? Ils sont tous très isolés, très perméables. Et que ce soit en intérieur ou à l'extérieur, ça change pas grand-chose parce que la masse thermique de la façade, on les fait tellement vitrée déjà maintenant. Il y a très peu de masse thermique sur la façade extérieure. La masse thermique, elle est plutôt sur les dalles et les murs intérieurs. Donc pour moi, il faut considérer les bâtiments standards isolés aujourd'hui. Et ceux qui ne sont pas, ils les serront. Donc, pour moi, c'est très compatible. Le problème, c'est les stores et la protection solaire. Et quels qu'ils soient les choix, même si on a fait les meilleurs choix au niveau de l'enveloppe, bah il faut dissiper. Donc, il faut soit dissiper par l'eau dans les dalles, soit il faut dissiper comment dire, par l'air. Il n'y a pas 30 000, ou la clim. Ok, bon, alors on a dépassé de 5 minutes. Sophie demande des exemples de modèles. Je pense que tu Des pourrais nous. modèles. Ouais, des modèles pour l'habitation, en fait. Des modèles de ventilateurs, j'imagine, plafonniers ou Écoutez, mobiles. moi je crois qu'on a vos mails. On va vous envoyer un petit rapport que j'ai fait, comment choisir un ventilateur plafonnier. Je vais faire une mise à jour pour ajouter un, un sur les ventilateurs sur pied parce que c'est intéressant. Et parce que jusqu'à maintenant, je disais qu'il ne faut pas les mettre, et maintenant, nous, on commence à être favorable pour ceux qui sont ultra silencieux. Et je vous envoie ces rapports-là, comme ça, vous pouvez choisir. Et puis, dernière question d'Alexis qui demandait si pour l'électrocom, il n'y avait pas des risques de bugs. Bon, ça fait partie un peu des réponses que tu avais proposées. Ça fait partie des études qui doivent être faites en amont sur ce type de bâtiment. C'est quand même très spécifique. Euh, Oui, oui, et on a fait récemment les tours de toutes les études
À Nestlé, ça fait plusieurs années qu'ils l'ont. Bah, les techniciens, les services techniques, ils sont pas référés quelque chose comme ça. Bah, il y a toujours, mais même parce qu'il y a des bugs, il y a aussi pour les stores, les autres aussi. Sur Firmenich, on n'a pas détecté des bugs, ça fait déjà 2 ans. Mais c'est subtil, hein, c'est de l'électronique. Pour moi, la phase 6 SIA, pour les électrochromes, il faut bien la faire. C'est clair. Ok, Nous, chaque fois que quelqu'un qui a un projet important, ils essayent d'aller visiter pour prendre les retours de ceux qui les ont fait. Mais bon, après, pas tous les, Sage Glass, il va pas faire un passage à Nestlé de tous ses clients, mais des fois, ils ont d'autres prototypes je sais qu'en ce moment-là, il y a un prototype près des romans et que quelqu'un peut visiter à travers Sage Glass. Nous, on a fait un test un peu Sage Glass et tous les autres. Pour le moment, tous les autres, on les a un peu écartés et on a gardé Sage Glass parce que c'est eux qui ont les plus d'avantages. Après, si c'est pour un toit, peut-être qu'il y en a d'autres modèles qui seraient adaptés. après, je pense que ça mérite aussi de suivre ces entreprises au niveau de leur où ils produisent. Pour l'instant, ils produisent aux États-Unis et il y a un gros impact carbone qui est pas négligeable aujourd'hui. J'ai Euh, fait un impact carbone sur l'université sur laquelle je travaille et l'impact carbone n'était pas un facteur déterminant. Et ils étaient dans les mêmes ordres de grandeur. Bon, ça différait, hein, mais après, ça dépend. Quel store on va mettre? Est-ce que ce sont des stores renforcés parce que c'est vitrage plus store? Après, nous, on a trouvé qu'il y avait un avantage store plus vitrage parce qu'ils ont considéré qu'ils vont prendre des stores avec du verre recyclé. Et ça diminue de 40% l'impact du vitrage, les verres recyclés. Donc, ça devient encore un critère, l'histoire et l'histoire du impact CO2. Mais aujourd'hui, ils sont en train, Sage Glass, à faire une validation de les résultats et de les mettre dans KBOB. Donc, quelqu'un il pourra faire ce calcul. ok, Je bah propose je que vous nous envoyiez par mail ou vous me contactez par mail pour d'autres questions. Comme ça, on ne tient pas les gens. On voit qu'il y a 38 personnes qui sont encore là. ouais, je pense que c'est une bonne chose. On pourra répondre aux questions complémentaires par écrit et par mail. Mettez votre mail avec votre question. Je vous remercie pour avoir participé à ce séminaire. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve le 12 juin pour IQ Blanc, pour le deuxième séminaire où là, Ah oui, les 4 erreurs. C'est quoi les 4 erreurs Ah, de l'image que j'affiche là? Est-ce que j'ai l'affiche? Oui, j'ai l'affiche, oui, c'est celle-là. Alors, vous voyez que la vieille dame, elle est au soleil. Nous, à Chypre, on les considère comme des fous. Ceux qui sont sans chapeau au soleil, c'est des fous. Bah, l'IA, elle n'a pas encore appris. Ah, mais ça s'améliore. Avant, ils mettaient des gens à 6 doigts. Alors, l'autre, il a pris un parapluie, un parasol, parapluie. Il a pris un parapluie pour parasol. Donc, il a 50 degrés par-dessus de sa tête. Moi, j'ai choisi, si vous voyez comment je suis protégé à Chypre, c'est tout blanc, ces trucs-là. Je n'ai pas pris les Touaregs qui est bleu, j'ai pris les Touaregs, j'ai pris l'Égyptien qui est blanc. Alors, vous voyez aussi qu'il n'y a pas de store sur les quatrièmes, je ne me rappelle plus lequel c'est, mais il faut venir sur l'invitation résilience des bâtiments publics et il y a les quatrièmes pour les trouver. Merci ok, à tous. merci à tous et une bonne journée.